Donc, avant de recommencer, on a un message d'intérêt public pour les producteurs biologiques, producteurs de bleuets biologiques. Donc, Isabelle, c'est à toi. Bonjour tout le monde, Isabelle Rivard, je suis directrice pour le créneau d'excellence agro-boréale. Il y a quelques mois, on a amorcé une réflexion au niveau de l'avenir de la filière biologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme vous le savez, il y a quand même une décroissance au niveau des superficies, des volumes et du nombre d'entreprises dans la région, au Québec et même au Canada. Donc, pour essayer de voir quelles seraient les priorités pour soutenir les entreprises existantes, mais aussi l'essor et le développement de la filière bio, on a amorcé un projet de réflexion et de planification. Il va y avoir un atelier stratégique qui va avoir lieu mardi prochain, donc le 24 février, de 13h à 16h. L'objectif de cet atelier, c'est d'établir une vision commune pour la filière biologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de dresser un portrait commun des enjeux, des leviers de développement, mais surtout des priorités d'action qu'on peut amorcer et de construire des orientations stratégiques communes pour le développement et la valorisation de la filière bio-régionale. Et tout ça, de poser les bases de la feuille de route qui va nous servir ensuite pour établir des projets collectifs, des actions concrètes pour la filière bio. Donc, vous avez ici un code QR. On aimerait beaucoup avoir une représentation de la filière du bleuet à l'intérieur de cet atelier. Pour le moment, je vous dirais, il y a une très bonne représentation de la filière maraîchère, des petits fruits sur des petites surfaces, mais techniquement, la filière bio est aussi importante dans la région. C'est beaucoup en raison de l'importance de la filière du bleuet. Donc, c'est important d'avoir votre voix à l'intérieur de cette démarche-là. Que vous soyez dans le bio déjà, que vous n'y soyez pas, mais que vous y songiez, même que vous n'y soyez pas, mais que vous y changez pas, on est intéressé à comprendre pourquoi. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, vous êtes les bienvenus à vous y inscrire. C'est en virtuel. Donc, on s'inscrit sur Teams, c'est gratuit. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes de retour à notre programmation régulière. Agriculture de précision, drones, intelligence artificielle, robots désherbeurs, imagerie multispectrale. Il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler d'une nouvelle agritechnologie aux 1000 promesses. Mais entre la promesse et l'adoption concrète en entreprise, il se passe souvent plusieurs années d'essais et d'erreurs. J'ai demandé à Tarek Djedjig, conseiller en agriculture de précision et géomatique et au MAPAC en Montérégie, et Mourad Louardani, conseiller en agriculture urbaine et sériculture au MAPAC Montréal-Laval-Lanaudière, de venir nous présenter les avancées technologiques susceptibles de soutenir la production du bleuet nain. Ils vont aussi nous présenter les défis liés à l'adoption de ces technologies et quoi faire pour ne pas que votre beau robot finisse sur le tas de roches. Alors, accueillons Mourad et Tarek. Il suffit de cliquer pour passer. Ah, c'est ici. OK, ça marche. Good. Bonjour et merci Pierre-Olivier pour cette opportunité-là que tu nous as donnée de venir rencontrer les producteurs du bleuet et les conseillers, les chercheurs. Là, c'est nouveau pour nous. Donc, ça nous apprend à apprendre avec vous. Donc, cette présentation se veut une sorte de revue de littérature afin de présenter un peu, définir certaines technologies, technologies numériques et puis leurs applications possibles ici dans le contexte du bleuet, de la production du bleuet nain. Donc voici le plan un peu. Donc on parlera un peu du contexte général, les contraintes, donc quelques chiffres là que vous connaissez certainement, mieux que moi d'ailleurs. Ensuite, on entamera les technologies, donc la télédétection, entre autres, l'Internet des objets, tout ce qui est capteur connecté, et puis l'automatisation et la robotique. Ensuite, je céderai la parole à mon collègue Mourad pour vous parler un peu de la méthodologie et des facteurs de succès d'un processus de transition.
Donc voilà, donc ça c'est des données que certainement que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais qui reflètent un peu l'importance de cette filière au Canada et au Québec particulièrement. C'est des statistiques qui datent de 2023. Statistique Canada, donc le chiffre est vraiment important, il parle, plus de 60 000 hectares, et puis dont la moitié est présente ici. Dans cette diapo, on peut voir aussi clairement que 50% de la production est au Québec, mais ce que j'ai trouvé un petit paradoxe, peut-être que j'aurai la réponse tout à l'heure, c'est ici, au Nouveau-Brunswick, bien que le rendement donc linéaire est beaucoup plus important au Québec, mais on voit ici une légère hausse là au Nouveau-Brunswick. Ils sont pour 18% donc de la production, mais ils contribuent avec 25% de tonnes métriques. Donc j'espère que j'aurai la réponse. Il y a des facteurs certainement qui influencent ce petit paradoxe-là. Cette figure-là, elle montre un peu la répartition des charges en général, un document émanant du CRAC. On voit que près de 50% des charges sont en relation avec la fertilisation et les pesticides, et puis la récolte. Ça, c'est important. Ça nous donne des repères, c'est-à-dire sur les principaux axes là, sur lesquels on va diriger notre processus de conversion, d'adoption des agritechnologies. Les facteurs limitants que vous connaissez certainement mieux que moi, donc nous avons la pollinisation. D'ailleurs, la pollinisation, je pense qu'on est des leaders en pollinisation par rapport aux autres zones, régions productrices. Et les températures extrêmes, tout à l'heure les collègues en ont parlé, les maladies, les insectes, les mauvaises herbes. Et bien évidemment, il y a des facteurs techniques aussi. J'ai essayé un peu de faire une petite comparaison entre les grandes cultures et les bleuets sauvages. Pourquoi? Parce que les grandes cultures viennent en première position en matière de production, en matière d'adoption des agritechnologies, particulièrement de l'agriculture de précision. C'est-à-dire ils emploient beaucoup de téléguidage, d'autoguidage GPS, d'applications à taux variables. Et ils sont un peu avancés, puis ils commencent à adopter le drone sérieusement. Ils sont en première position. Pourquoi est-ce que le secteur du bleuet sauvage ne ferait pas la même chose? Pourtant, il y a beaucoup de similitudes. Et il y a des avantages, des inconvénients. Par exemple, la valeur ajoutée du bleuet est supérieure aux grandes cultures. Nous avons aussi des inconvénients, par exemple l'irrigation. Dans les grandes cultures qui est majoritairement pluviale, on ne parle pas d'irrigation dans les grandes cultures, mais dans le bleuet sauvage, tout à l'heure on a vu qu'un stress hydrique prolongé peut conduire à une situation de perte de rendement, donc les irrigations se pratiquent. Cette image montre la diversité un peu, donc l'espacement des superficies, ce qui rend le bleuet sauvage un terrain très fertile pour l'agriculture de précision. Ah, justement, j'avais oublié ça. Donc, selon un rapport de la CCF, 81% des exploitations de plus de 5000 acres emploient les technologies d'agriculture de précision. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un terrain très fertile pour l'adoption de l'agriculture de précision. Ça schématise un peu le découpage un peu des agritechnologies. C'est une vision un peu modifiée là, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur les deux premières fractions. Donc l'agriculture numérique qui va inclure l'agriculture de précision, l'Internet des objets, les capteurs connectés, les drones, etc. Et puis le paramètre de robotisation, d'automatisation et de robotique. Bien sûr, il y a les autres aspects qui sont aussi très importants, comme les biotechnologies, les nanotechnologies et la traçabilité. Ça aussi, ça fait partie aussi de l'agriculture numérique. Commençons par la télédétection. Donc la télédétection est un processus d'acquisition d'analyse basé sur la prise d'image. Vous savez qu'une plante reflète certaines ondes, elle en absorbe d'autres. Donc nous, on capte cette image-là et puis on va l'interpréter grâce à des plateformes et pour en tirer un maximum de données. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Donc, c'est des technologies qui permettent à une machine, de reproduire un raisonnement comme celui d'un cerveau humain. Mais la différence, c'est que l'intelligence artificielle peut traiter des centaines de milliers de données en un temps très rapidement et puis en même temps. Alors que le cerveau humain
illimitée à ce point. Le schéma, donc, il montre que l'intelligence artificielle est au centre de toutes les innovations. Donc, elle va intervenir dans les capteurs connectés, dans l'irrigation intelligente, dans l'automatisation, tous les processus de robotique et d'automatisation. L'utilisation du drone, là le drone aussi, je parlerai beaucoup du drone, vous verrez qu'il y a plusieurs diapos là sur le drone. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est très flexible et qui est aujourd'hui très accessible aussi. Et il nous permet aussi des choses aujourd'hui qui n'étaient pas permises avant. Avant, pour avoir une image aérienne, il fallait faire des vols d'aéroplanes ou bien d'essayer d'avoir des photos de satellites il y a quelques années n'était pas vraiment donné. Mais avec un drone, on peut avoir tout ça à portée de main. Donc, grâce à des caméras, à des capteurs spécifiques, un drone, par exemple, vous voyez là, c'est une caméra multispectrale. Donc là, on peut prendre des images spécifiques. Ensuite, à travers un processus d'orthorectification, on va faire une orthomosaïque et puis exploiter certains indices comme le NDVI, qui est l'indice de végétation par différence normalisée. Comme je disais tout à l'heure, la plante va refléter certaines ondes, absorber d'autres. Et à partir de ce moment, nous aurons cette orthomosaïque-là. Comment l'interpréter? On l'interprète tout simplement, plus la valeur se rapproche du 1, plus la santé de la plante est bonne. Donc on aura la couleur verte. Vert, jaune, c'est intermédiaire, mais le rouge, plus on se rapproche du rouge, là, c'est soit il n'y a pas de plant, carrément c'est nu, ou bien que la plante est vraiment réellement stressée à cause d'un facteur biotique ou abiotique. Donc ça peut nous aider vraiment à interpréter ces données-là et puis à cibler nos actions. Ça, c'est une image donc orthomosaïque qui provient d'une bleuetière et elle nous montre plusieurs choses. Là, on peut interpréter plusieurs choses dans cette image NDVI, orthomosaïque NDVI. Donc, si vous regardez, il y a des zones inondées, rouge foncé, il n'y a pas de végétation. Vous pouvez voir la zone qui présente un stress hydrique, orangé, jaune-orangé. Les autres jaunes, la clair, vert, ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que dans l'ensemble, les plantes se comportent bien. D'autres indices comme le NDRE. Le NDRE est un autre indice aussi qui va être calculé différemment. Donc c'est le même principe, mais le calcul se fait différemment. Lui, il est très intéressant, je l'ai cité parce que selon une étude, là, il est très intéressant pour prédire d'une manière précoce la tache septorienne, qui est une maladie quand même majeure. Et, mais par contre ici, plus l'indice est inférieur et petit, là il se rapproche du zéro, plus le risque de tâche est grand. Donc l'interprétation diffère, mais c'est des outils très importants si on les gère comme il se doit. Il y a aussi des études il y a aussi des plateformes, des algorithmes aussi qui peuvent cartographier la mauvaise herbe. Ça vient d'une recherche effectuée ici, dans les conditions ici, pour essayer de développer des algorithmes pour cartographier les mauvaises herbes. Donc dans l'image qu'on voit... pardon? Sorry. Alors là, l'image de droite, c'est l'image qui va permettre donc, à l'algorithme d'identifier un peu les mauvaises herbes. Donc en jaune, c'est Calmia, des petits spots vraiment insignifiants. En bleu, vous les voyez sur la gauche de Cantoni. Sinon, en rouge, c'est du bleuet. Et en noir, c'est rien du tout, c'est du sol. Donc, il est possible de faire cela. Et puis il y a d'autres applications qui permettent aussi de faire la cartographie des mauvaises herbes. Et on a qui, grâce à des vols de drones, donc on peut récupérer des données. Ensuite, grâce à ces applications-là, on va faire une cartographie très précise. Cette image aussi provient d'un test effectué par l'IRDA aussi, ici dans les conditions du Saguenay. Donc là, c'est une caméra que vous voyez, c'est un autre type de caméra. C'est une caméra thermique. Elle va permettre donc de suivre l'indice là de stress qui découle de la température. Donc nous savons que la plante, elle rayonne, que c'est un être vivant, donc elle engendre une certaine température, elle va être captée, et puis grâce à cette image-là, on pourra interpréter l'apparition d'un stress hydrique. Donc les zones claires, c'est les zones qui sont sujettes à un stress hydrique. Bien sûr, la température du couvert n'est pas un indicateur en soi. Il faut l'utiliser pour calculer d'autres indicateurs plus pertinents. Des applications aussi sont disponibles qui utilisent le satellite, comme celle-ci. C'est une application
partiellement gratuite. Donc, je pense qu'ils offrent des abonnements, mais elle est gratuite. L'accès aux images satellites est gratuit. Donc, il peut vous permettre aussi de faire de la prévision météorologique, suivi de l'humidité du sol, de la cartographie et pas mal d'autres applications. Si on revient maintenant à d'autres types d'utilisation du drone, bien sûr, le drone, il est toujours présent parce que le drone, c'est la base, c'est le drone qu'on utilise pour explorer et capturer ces images-là. Les applications à taux variable, on en a parlé tout à l'heure dans la dernière présentation. Il est possible de faire de l'application à taux variable, que ce soit par drone ou par machinerie classique. Donc, c'est totalement possible. Et donc, le drone va intervenir dans ce processus donc, à plusieurs reprises. Donc, dans l'acquisition des images, ensuite dans l'application et pour faire un suivi aussi. Donc, il est possible de faire de l'application à taux variable par drone. On passe maintenant aux autres types de technologies, l'Internet des objets et les capteurs connectés. Là, on parle de capteurs, plusieurs types de capteurs qui sont connectés. C'est pour ça qu'on dit Internet des objets. Ils sont interconnectés à une plateforme. C'est pour ça qu'on parle d'Internet des objets. Il faut utiliser justement un réseau Internet. Donc, les applications sont vraiment multiples. On peut faire de la modulation de dose, donc le taux variable. On peut faire de la prévision météo, de l'irrigation, du drainage, le drainage aussi, dans d'autres circonstances. Apiculture de précision. Donc aujourd'hui, il y a des applications qui existent grâce à des capteurs qu'on va donc intégrer à la ruche. Ces capteurs-là vont essayer de suivre certains paramètres donc physiologiques des abeilles, et d'autres paramètres aussi comme la température, le niveau sonore, etc. Et puis, il peut suivre aussi l'activité de la reine. À partir de ce moment, les données seront transmises à un téléphone, donc c'est un réseau de téléphones, transmises donc à l'application. Et puis là, on pourra suivre l'activité de ma ruche. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, et puis intervenir au bon moment pour corriger. C'est très important. Nous savons que la pollinisation est un facteur vraiment limitant comme nous l'avons vu tout à l'heure. Une autre application pour anticiper un gel. Le gel aussi est un facteur limitant pour le bleuet. Le gel hâtif là, en automne, il pourra affecter les fruits. Et puis les gels qui surviennent avant cela peuvent affecter les fleurs. C'est celui-là qui est le plus redoutable. Donc grâce à des stations connectées, donc stations météo connectées qui peuvent nous collecter plusieurs données comme l'hygrométrie, la température de l'air, la température du sol, l'humidité relative. On pourra suivre donc avec exactitude le risque du gel afin d'intervenir soit d'une manière automatisée, donc dans un système automatisé, on pourra faire un enclenchement d'irrigation d'une manière automatisée, c'est faisable, ou bien aller le faire manuellement. Mais le système va nous dire où intervenir exactement. Ou bien par d'autres moyens qui sont le brassage de l'air, là, les éoliennes, qui est un moyen quand même assez efficace qui va permettre de brasser l'air, ramener l'air plus plus chaud en bas et puis le plus froid en haut. C'est efficace. C'est employé dans les vergers. En Montérégie, par exemple, c'est employé et c'est efficace pour lutter contre le gel. Un système d'irrigation aussi connecté, complètement automatisé, c'est faisable grâce à des capteurs donc incorporés au sol. On en a parlé tout à l'heure de certains capteurs, donc ceux de l'humidité. Ou bien il y a en général il y a deux types de capteurs. Des capteurs tensiométriques qui ressemblent à ça. Donc qui va mesurer la tension du sol, c'est-à-dire la pression que le sol exerce pour retenir l'eau, ou bien l'humidité. À travers la conductivité électrique, il va nous donner une idée pas mal exacte sur l'humidité du sol. Donc dans un sol sablonneux, vous voyez que l'eau percole très rapidement. Et ensuite, les données transmises, traitées par le satellite, transmises au téléphone, et puis dans un système totalement automatisé, la décision se fait d'une manière vraiment un seul clic, et puis je pars une irrigation dans une zone donnée ou dans une autre zone. Comme ça peut se faire aussi d'une manière manuelle. Mais ça va nous aider énormément. Parce qu'un stress prolongé va amener les plantes donc, à une situation donc, de stress, de perte de rendement. Le désherbage. Maintenant, on passe à la section robotique et automatisation.
Aujourd'hui, on parle de robot désherbeur. Pourquoi on l'appelle robot désherbeur? Ce n'est pas un robot, mais il est tracté. Dans ce cas-là, il est tracté. Mais c'est un robot parce qu'il prend des décisions. Parce que le système est équipé de caméras, d'ordinateurs de bord. Et il va prendre des décisions grâce à des algorithmes développés et afin de pulvériser là où on veut. Il y a, dans le cas du système ARA, par exemple, d'où provient cette fiche, on peut appliquer par exemple un herbicide sélectif, c'est-à-dire il y aura une distance calculée de sécurité, plutôt non sélectif. Donc le pulvérisateur est capable de calculer une distance de 6 cm de sécurité afin de toucher uniquement la mauvaise herbe. Un herbicide non sélectif, là, le système se permettra d'approcher au maximum à la plante. Il peut appliquer aussi uniquement sur la plante ou bien il peut appliquer partout sauf la plante. Tout ça est faisable. Bien sûr, là, je parle des cultures maraîchères. Je sais qu'il y a des essais qui sont prévus dans le bleuet. Le bleuet nain, je n'ai pas d'autres informations à ce sujet, mais je sais que des essais sont prévus. Donc, probablement qu'un algorithme est en développement. Mais certainement, il va falloir l'adapter au contexte du terrain et de la culture, etc. C'est sûr que ça prend l'adaptation et nous allons le voir plus tard que la dernière étape dans un processus d'adoption, c'est l'appropriation de la technologie et l'adaptation aussi de la technologie. Donc là, il y a deux modèles différents, l'éco-robotics et puis celui-ci, c'est un autre modèle européen. Il existe aussi des robots autonomes. Donc, ce sont des applicateurs autonomes aussi intelligents qui permettent aussi une économie allant jusqu'à 95% et qui sont autonomes. Ces modèles-là fonctionnent en plus à l'énergie solaire. Donc, ils pourront sillonner les champs et faire des applications ciblées. Ça prend bien sûr plusieurs unités, ça c'est sûr. Il y a une étude technico-économique à faire, bien évidemment. Et puis, il y a une adaptation aussi à faire. Il y a une adaptation à faire parce que là, on parle de grandes cultures ou de cultures maraîchères. Il y a deux modèles aussi, un modèle américain et un autre modèle européen. On peut parler aussi de pulvérisation de précision, cette fois. La différence entre la pulvérisation intelligente et la pulvérisation de précision, c'est le taux de réduction. Donc une pulvérisation de précision va nous permettre de faire une réduction allant jusqu'à 30%. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'ordinateur de bord, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais on peut faire, dans le cas de situations donc de champs, de passage dans un virage par exemple, il est possible de moduler la dose afin de faire gagner beaucoup de pesticides et non pas d'appliquer un 100% partout. Dans ce cas, la zone là de 30% va recevoir 100% alors qu'elle devait recevoir uniquement 30%. Et le même principe là du différentiel de la voiture. Et on peut faire aussi de la modulation de dose à travers un contrôle de buse par buse, de section par section. Là, c'est le cas des cartes de prescription, on en avait parlé tout à l'heure. Donc, il est possible de faire rentrer une carte de prescription d'engrais et de l'envoyer à la machine. Et puis, à partir de ce moment, on va appliquer uniquement là où il faut. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle, ni de reconnaissance de mauvaises herbes, ni rien du tout. Donc on parle de pulvérisation de précision. Le désherbage électrique aussi. Je sais qu'il y a des tests qui ont été menés ici pour le Weed Zapper. Résultat, il a donné de très bons résultats. Le Weed Zapper, donc d'après cette même étude, il conviendrait à l'agriculture biologique et puis il commence à devenir rentable, d'après cette étude toujours, à partir lorsqu'on applique sur une surface de 70 hectares et plus. C'est là qu'on va sentir que c'est très rentable. C'est sûr que c'est une rampe, là, l'électrification se fait sur toute la rampe, donc il touche tout. Tout est électrifié. Bien sûr, le bleuet, s'il est touché, il a une capacité de résistance donc quand même importante qui lui permet de résister au choc électrique. Donc, d'après l'étude là qui a été menée, les dégâts donc sont insignifiants. Mais il y a aussi le pulvérisateur électrique, plutôt le désherbeur électrique intelligent, même système que ceux qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, et c'est une technologie canadienne en plus, ontarienne. Donc lui, c'est des bras qui vont bouger et qui vont toucher uniquement la mauvaise herbe. Et l'avantage, c'est qu'on peut, grâce à ce type de machinerie, on peut intervenir à n'importe quel stade de la mauvaise herbe. Donc lui, il va toucher uniquement les touffes là de mauvaise herbe. Pardon.
Pour la récolte, la machine la plus avancée que j'ai vue, là, que j'ai découvert, est celle-ci. Je sais qu'elle a été testée aussi, présentée. Et même présentée ici. Je n'ai pas réussi à avoir plus de vidéos ou de files là, pour vous la présenter, mais je sais qu'elle a été testée et qu'elle est excellente, là, cette machine. Donc, elle va faire le tri, la récolte, le tri. Ensuite, il y a un tapis convoyeur qui va ramener les bleuets en haut, net, donc sans résidus, et directement les déverser dans les bacs. C'est très intéressant. Bien évidemment, il faut faire des essais et puis voir est-ce que ça s'adapte à nos conditions. Parce que les conditions peuvent être un peu différentes parce que c'est une machine qui vient du Nouveau-Brunswick. Je finirai sur ce rapport-là. C'est un rapport qui vient du Nouveau-Brunswick aussi. Justement, c'est ce rapport-là qui a testé la machine. Vous pouvez voir dans les références bibliographiques, vous pouvez le retracer, ce rapport. Donc, lui, il recommande donc de surveiller les températures. Tout le monde sait que la température est très importante lorsqu'on récolte, mais la température du bleuet, de la baie elle-même, elle est importante. Ils l'ont testé et ils recommandent donc certaines température, donc afin de garantir une bonne qualité de la récolte. Et bien sûr, le drone revient ici avec une caméra, un autre type de caméra, c'est une caméra thermique, un autre type de caméra thermique qui est capable de mesurer donc le rayonnement de la plante, du plant et des baies. Et puis, exactement, et donc ce rapport, il recommande de surveiller les températures du fruit également. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.